Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Et si vous êtes une femme ambitieuse mais essoufflée et que vous avez envie de reconnecter avec ce qui vous fait vibrer, alors je vous invite à réserver dès aujourd'hui votre place pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. On commence le 20 novembre pour une aventure de sororité de 3 mois. Vous trouverez les informations sur mon site www.christinelevicki.com. Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de rencontrer Vincent Houba pour parler d'un sujet passionnant, les architectures invisibles. Ancien ingénieur et architecte, Vincent pratique aujourd'hui un métier qui est assez similaire mais aussi profondément différent. Il travaille aujourd'hui sur les architectures invisibles et tout ce qui nous permet de comprendre ce que l'inconscient génère dans le collectif et dans nos architectures relationnelles. Le talent de Vincent est d'établir des ponts entre l'architecture, la psychanalyse et la gouvernance des sociétés. Il aime expliquer comment la construction d'un bâtiment, d'un humain et d'une organisation humaine procèdent de la même structuration. Et leurs pathologies éventuelles, visibles ou invisibles, ont selon lui des racines identiques. Alors cet épisode est pour vous si vous vous sentez parfois à bout de souffle. Vous aimeriez retrouver le cœur à l'ouvrage, mais parfois vous ne savez pas par où commencer. Vous avez envie de cultiver des relations saines avec les personnes autour de vous et pourtant vous vous sentez parfois coincé dans des mécanismes que vous avez du mal à faire évoluer. Vous avez foi dans la vie et vous êtes curieux ou curieuse de découvrir comment faire progresser nos sociétés. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Qu'est-ce que les architectures invisibles ? Pourquoi c'est important de les décoder ? En quoi nos premières relations humaines influencent nos vies aujourd'hui ? Quel est le rôle de la spiritualité ? Quel est le plus grand enjeu que nous avons en face de nous aujourd'hui ? Alors bonjour et bienvenue Vincent, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Christine. Alors, on va commencer un peu par le sujet le plus évident. Parle-nous des architectures invisibles. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que les architectures invisibles ? Alors, je vais essayer d'être très succinct parce qu'il faudrait au moins 3-4 jours pour en parler. Les architectures invisibles, en tout cas, telles que je les approche, c'est un domaine très, très vaste, en fait. C'est tout ce qui, le mot le dit bien, n'est pas dans le visible et donc dans l'invisible. Moi, ma porte d'entrée pour entrer dans le monde des architectures invisibles, c'est surtout l'aspect relationnel, c'est l'humain. Et c'est d'aller voir tout ce que notre inconscient génère dans nos comportements. C'est surtout ça qui m'intéresse dans la société aujourd'hui, dans l'accompagnement des entreprises, des sociétés, des organisations. C'est de prendre la mesure de l'importance de notre inconscient dans nos comportements. Parfois, on a l'impression qu'on agit de manière très consciente et on sait très bien ce qu'on fait, alors qu'en général, l'image que moi j'ai souvent, c'est d'être un petit pantin qui balade sur la surface de la Terre, mais qui, en dessous de ses semelles, a un espèce d'aimant qui le conduit à son insu. Nous sommes bien plus agis par l'invisible que par le visible.
Notre société, malheureusement, s'est un peu éloignée de ces domaines-là. Et aujourd'hui, on est dans une société où on occupe 90% de notre temps à s'occuper des 10% du visible, alors que nous sommes à 90% occupés avec l'invisible à notre insu. Donc ça demande déjà d'avoir une certaine connaissance de soi, une connaissance aussi du matériau humain. Moi, ça a été un peu ça ma recherche, c'est de me dire, en tant qu'architecte, j'ai beaucoup étudié la nature des matériaux, dans les études d'ingénieur notamment, on passe beaucoup de temps à étudier la nature des matériaux pour les utiliser à bon escient. Et pour justement respecter les lois du vivant, puisque un architecte, il respecte les lois de la physique, sinon son bâtiment ne sera pas pérenne. Par contre, ça m'a toujours étonné que dans le monde de l'humain, des organisations, des entreprises, tous les regroupements d'humains, là, on ne tient pas compte de la nature du matériau et du matériau humain. On a une grande méconnaissance du mode d'emploi relationnel de l'être humain. Et on utilise parfois dans certaines structures les personnes un peu à mauvais escient, un peu comme dans un corps humain, comme si on mettait le cœur à la place des poumons, les poumons à la place du foie, etc., en se disant ça fonctionnera toujours bien. Eh bien non, une société qui fonctionne comme ça engendre au bout du temps des dysfonctionnements. Et à l'heure actuelle, on est vraiment dans l'apothéose de ces dysfonctionnements, de dysfonctionnements, de dépression, de burn-out, d'absentéisme, enfin tout ce qu'on appelle les troubles psychosociaux. Et moi, ce que je cherche à faire, c'est à donner des clés pour comprendre ça, pour se comprendre soi-même, pour comprendre l'autre, pour viser à essayer de récupérer un maximum d'énergie pour la mettre au service de la créativité, du être ensemble, plutôt que de la dépenser à notre insu, à devoir gérer notre inconscient, gérer nos blessures qui ne sont pas résolues, gérer nos besoins insatisfaits. Ça, c'est très énergivore. Voilà, donc c'est un petit peu ma porte d'entrée pour explorer les architectures invisibles. Après, de là, on peut aller dans d'autres espaces, mais je crois qu'on n'aura pas le temps pendant notre rencontre. On en fera peut-être un autre sujet. Oui, alors je t'ai entendu dire que tu étais convaincu qu'une bonne partie de nos difficultés dans nos vies privées ou collectives trouve son origine dans l'expérience de notre première relation humaine. Est-ce que tu peux développer ? Alors oui, là je vais peut-être faire hérisser le poil de beaucoup de mamans, mais c'est vrai qu'on dit toujours qu'on met tout sur le dos de la mère. L'idée n'est pas de mettre quoi que ce soit sur le dos de qui que ce soit. L'idée, c'est de comprendre comment fonctionne un être humain. Et un être humain, quand il vient au monde, la première rencontre humaine que je fais sur cette terre, eh bien, c'est maman. Déjà, je passe 9 mois dans son ventre et ça me fait déjà une expérience. Et ce qui se passe, c'est que de là, je vais enregistrer une mémoire corporelle de ce qu'est l'être humain. Et du coup, dès que je vais rencontrer un autre être humain, et le deuxième en principe, en général, c'est papa, et puis tous les autres, la fratrie, etc., je vais faire une espèce de copier-coller. Ah mais oui, un humain, je sais déjà ce que c'est, et donc je m'adapte déjà aux humains en fonction de la première empreinte que j'ai eue et qui est mémorisée dans mes cellules. Donc je parle beaucoup, moi, de mémoire cellulaire, de mémoire corporelle, parce que le corps a tout enregistré. J'ai fait un parcours en psychanalyse corporelle, notamment d'après la méthode de Bernard Monteau. Et là, dans ces explorations-là, j'ai pu vraiment l'expérimenter dans ma propre histoire, que tout est enregistré. Il y a une espèce de boîte noire à l'intérieur qui a enregistré toutes les secondes de ma vie. Et ça enregistre aussi des choses qui ne sont pas nécessairement toujours en ordre ou qui ne sont pas toujours heureuses.
Et donc, ces expériences, elles font que quand je me retrouve devant une situation similaire ou quelque chose qui y ressemble, eh bien, ça réactive mon comportement de survie, mon comportement de défensive. Et ça, on le voit énormément dans le monde du travail, notamment dans les organisations, combien on peut rejouer en espèce de copier-coller la relation parentale avec la relation d'autorité, la relation avec le patron, entre salariés. C'est toujours la même... c'est toujours la même histoire qui se répète en fait. Un patron, quelque part, c'est le papa d'une entreprise. Donc, il y a tout ce qui n'a pas été bien, qui ne s'est pas bien joué au départ, va se rejouer à différents endroits. Et Guy Corneau, que j'ai connu pendant des années, lui disait toujours que nous passons notre vie à rejouer toujours le même scénario de base jusqu'au moment où nous en prenons conscience. Et à ce moment-là, je peux m'asseoir et me dire, mais c'est quoi ce scénario de base ? Et là, c'est le moment de revenir à la source, d'aller rechercher cet enfant blessé quelque part, cet enfant un peu victime d'un système familial, sans accuser personne, parce que c'est comme ça, ça fait partie du mystère de la vie, d'aller libérer cet enfant blessé, je vais dire en tout cas le reconnaître comme victime, ce qui va déjà beaucoup l'apaiser, parce qu'il aurait eu de la reconnaissance. Et ensuite, c'est de pouvoir le nourrir correctement pour que cet enfant à l'intérieur de nous puisse continuer à se développer relationnellement et affectivement en toute sécurité. Parce qu'il faut bien comprendre que les difficultés relationnelles que nous avons aujourd'hui en tant qu'adultes ne sont pas des problèmes d'adultes, ce sont des problèmes d'enfants intérieurs qui sont en manque de reconnaissance, en blessure, etc. Et à notre insu, ce sont eux qui nous dirigent. Donc, peut être dans un corps physique adulte, là, mon corps physique, il a continué à grandir. Par contre, bien souvent, et généralement, notre corps affectif, il s'est un petit peu arrêté sur place et il s'est un peu figé. Et il y a un décalage entre notre corps physique et notre corps affectif et relationnel. Et c'est ce qui explique que parfois, dans certaines situations, on n'ose pas dire des choses à certaines personnes, on n'ose pas dire non, on n'ose pas dire sa vérité, alors qu'il y a vraiment, mais absolument aucun danger à le faire dans la situation. Par contre, en mémoire corporelle, il y a un énorme danger qui est que si enfant, je n'avais pas développé des stratégies de survie, j'aurais pris le risque de mourir ou de devenir fou. Donc, j'ai dû tout faire pour ne pas me sentir seul, y compris mettre beaucoup de choses de ma vérité sur pause pour m'adapter à l'environnement et m'adapter soit en soumission, soit en rébellion. Voilà, Oh là là, tu dis beaucoup de choses là, beaucoup de choses. Donc, tu disais tout à l'heure que si je ne m'étais pas adaptée, je me serais retrouvée en soumission. Non, comment tu as dit ça ? Alors, si je ne m'adapte pas, si l'enfant s'il reste en contact avec ce qu'il vit, et à savoir que la majorité d'entre nous, ce que nous avons vécu, c'est que nous ne nous sommes pas sentis accueillis et aimés inconditionnellement. Nous avons eu des attentes sur nous. Tous les parents ont des attentes. Ils ont des attentes conscientes, mais il y a aussi toutes les attentes inconscientes d'eux et de toutes les générations, parce que c'est toute une tribu qui nous attend sur le quai d'arrivée. Et ces attentes-là, elles font que ça ne nous laisse pas libres de déployer l'être que nous sommes. L'enfant, il ne peut pas prendre le risque d'être seul, puisqu'il n'est pas fini, il est dépendant. Il ne peut pas prendre ce risque, sinon il meurt ou il devient fou. Et pour ne pas mourir ou devenir fou, nous avons trouvé en nous des ressources, une partie de notre potentiel que nous avons surdéveloppé pour pouvoir nous adapter. Dans le système familial, il y a toujours des places vacantes. Il y a toujours, moi j'ai pris la place du gentil garçon, brillant élève, mais ça pourrait très bien être le cancre, le rebelle, l'artiste dans une famille de notaires ou le sérieux dans une famille de troubadours. Il y a toujours une espèce de place à prendre quelque part que je vais pouvoir occuper en surexploitant une partie de mon potentiel, mais aussi en mettant sur pause tout le reste de mon potentiel, et je vais développer ce personnage de survie qui a au moins l'impression d'être vu, parce qu'à cet endroit-là, il attire l'attention. En étant gentil avec maman, maman, elle me voyait, j'ai cru qu'elle me voyait, non, elle a vu ma gentillesse, elle n'a pas vu qui j'étais.
Mais ça m'a suffi pour survivre. Et pour survivre, vraiment, on se contente de miettes. Et finalement, on développe un personnage de survie qui est très... qui prend du temps à construire, puisqu'on met quand même 21 années, ce sont des cycles de 3 x 7, 21 années pour se construire ses corps. Et donc, en 21 ans, j'ai le temps de prendre racine dans ce personnage de survie et d'en arriver, quand on me demande qui je suis, je sors mon CV, je sors tout ce que je sais faire. Mais répondre à la question « Qui suis-je ?» c'est très difficile, parce que je me suis perdu de vue. Et ça, la vie s'en charge, parce qu'il y a la crise de la quarantaine qui viendra pour remettre un peu les pendules à l'heure. Ah ok, donc à 40 ans, c'est là où on a envie de faire le point, et c'est là en fait où peut-être on a envie de faire le travail que tu proposes sur les architectures invisibles, de chercher à déceler ce qui nous contrôle, ce qui agit en nous, comme tu disais tout à l'heure, de déceler ce qui agit en nous peut-être de manière inconsciente pour pouvoir le passer dans la conscience en fait. Voilà, c'est ça, le passer dans la conscience, déjà se prendre conscience, parce que généralement vers ces âges-là, alors c'est très fluctuant aujourd'hui, parce que tu as des jeunes à 25 ans qui font déjà leur crise de la quarantaine aujourd'hui, mais en principe c'est sur le 42, c'est de nouveau des cycles de 3 x 7. Sur le 42, il y a un passage où j'ai construit de 21 à 42 toute ma place dans le monde, c'est toute ma vie sociale, c'est tout l'ego, c'est ma place dans le monde, mon métier, ma carrière, ma maison, mon couple, l'argent, etc. Et puis il arrive une espèce un petit vague à l'âme comme ça, j'ai tout pour être heureux, mais tiens, il y a une petite insatisfaction. C'est l'être qui vient frapper à la porte et qui vient dire, mais c'est super de m'avoir protégé, on n'est pas mort, on n'est pas fou, mais si c'est pour rester sous le boisseau, je ne vois pas l'intérêt. Et là, souvent, quand on ne s'occupe pas de ça, la vie s'en charge avec des épreuves, tu vois, un divorce, un licenciement, une maladie, des choses qui viennent un petit peu fissurer la carapace du personnage de survie et qui viennent libérer l'être, parce qu'on a un passage à l'essentiel. Et c'est une période très difficile, parce que ce passage-là, c'est comme s'il nous demandait de passer de la matière au subtil. Tu vois, il nous demande de passer de la matière, on a construit sa carrière et tout ce qui était dans le visible, et on nous demande d'aller dans quelque chose de plus spirituel et d'essentiel. Et le malheur, c'est que bien souvent, il y a des personnes soit qui n'y vont pas et qui se raidissent encore plus, qui se rigidifient, ou bien il y a des personnes qui envoient tout valser et qui du coup vont tenir des chefs dans le Larzac. Alors, je ne dis pas que pour certains, c'est pas ce qu'il faut faire, mais l'idée, ce n'est pas d'évacuer la matière, c'est d'insuffler de l'esprit, de la spiritualité dans la matière et de faire alliance. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué à ce moment-là. Et ce qui se passe généralement à ce moment-là, et c'est ça qu'il faut un peu comprendre pour avoir un peu les rênes en main, c'est que je suis souvent aux prises avec des paradoxes en moi. Je veux ce que je ne veux plus, je ne veux pas ce que je veux, je sais plus où j'en suis, je suis un peu perdu. Et il y a toujours parfois des aspirations qui viennent, et aussitôt vient oui, mais hop, je suis retenu. Et donc je suis écartelé entre le personnage de survie et mon être qui cherche un petit peu à récupérer sa place. Et l'idée, c'est que de comprendre ça, de comprendre ce qui se passe en soi, qu'il y a une espèce de deux instances qui commencent un peu à se faire la guerre, parce que mon personnage de survie, lui, il est là pour me sécuriser. Il m'a sécurisé. Et j'ai autre chose qui émerge en moi quand tu dis ça et qui reflète ce que tu as dit un petit peu plus tôt sur la mémoire du corps. Moi, je me suis récemment formée pour devenir somatic sex coach, donc c'est pour travailler sur la sexualité, mais à travers le corps. Et en fait, c'est cette dimension-là qui résonne avec ce que tu dis. Tu disais tout à l'heure que le corps a tout enregistré. Et moi, j'ai remarqué que souvent, on travaille en développement, dans le domaine du développement personnel, on travaille beaucoup sur le mindset, on travaille beaucoup sur nos croyances, on travaille beaucoup sur notre vision de la vie. Et c'est formidable, c'est super important. Nos pensées ont un impact énorme sur notre vie. Et en même temps, à un moment donné, ce que j'ai découvert, c'est que c'était très, très important d'aller aussi chercher dans le corps, parce que si le corps a enregistré autre chose, on peut travailler le mindset autant qu'on veut. Le corps ne suit pas, en fait. Donc et là, du coup, on est à nouveau tiraillé, parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait à quoi on aspire, on a vraiment travaillé notre mental, mais on a des empreintes corporelles, on a je ne sais pas si empreinte est le bon mot, mais
Mhm. Il y a quelque chose qui est dans notre corps, qui nous retient, qui est lié à notre passé, qui est lié à un vécu. Qu'est-ce que tu... Exactement. Il n'y a pas de travail de transformation et d'évolution, de devenir soi-même sans le corps. C'est impossible. Si je ne travaille pas avec le corps, je vais faire un bout de chemin qui est la connaissance de soi, qui est plutôt un peu de l'ordre analytique. C'est pas nécessairement en psychanalyse, mais aussi il y a certaines psychothérapies où on va tout le temps creuser en ligne basse, papa, maman, mon histoire, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. C'est important de le faire et voire même indispensable, mais pas suffisant. Je Voilà. ne peux pas arriver au bout de moi-même juste par une psychothérapie de compréhension, de démontage de mécanismes, etc. Je serais arrivé, en psychanalyse, on arrive à la connaissance de soi avec ça, c'est tout. Je ne suis pas encore en capacité de faire autrement. Dans certaines thérapies, on va un peu plus loin, mais je ne suis pas encore arrivé à l'étape de la transmutation. C'est-à-dire que j'ai une connaissance, j'ai pris conscience de mon histoire, de mon fonctionnement, comment j'ai survécu, mon personnage de survie, etc. Mais la prise de conscience, elle est indispensable, mais pas suffisante. Ce qui manque, c'est l'expérience de repasser par le corps pour aller déloger les mémoires et enregistrer des nouvelles mémoires avec des expériences différentes. Voilà. Et ça, tant je trouve... qu'il n'y a pas ça, tant qu'il n'y a pas ça, c'est pas infini, quoi. D'accord, ça tombe très bien parce que je voulais justement t'amener sur cette thématique tu parles de vivre l'expérience de la transmutation. Donc je suis ravie que tu abordes ce sujet. Et c'est vrai que je trouve que ce travail par le corps, j'ai l'impression, en tout cas dans le domaine du développement personnel, que c'est relativement nouveau. Et en fait, j'ai l'impression que notre société s'est construite ces dernières années et peut-être ce dernier siècle énormément sur le mental et sur l'intellect et sur les savoirs et sur les connaissances et sur la compréhension intellectuelle. Et on a peut-être mis un peu de côté le corps en se disant ça c'est un peu des frivolités, c'est un peu quand on a le temps, c'est du domaine du bien-être, c'est pas du domaine de la santé ou de la performance. Et je vois notamment, moi j'accompagne énormément de femmes aussi qui se sont aussi beaucoup détachées de leur corps parce qu'elles ont une pression sociétale tellement énorme sur à quoi leur corps doit ressembler que c'est tellement impossible et compliqué que finalement on se dit bon, je vais me concentrer à être intelligente, ça sera déjà très bien pour être aimée et peut-être plus facile en tout cas. Et donc il y a un espèce on se coupe en fait. Moi ce que je remarque, c'est beaucoup de personnes, et c'est vrai aussi pour les hommes, beaucoup de personnes sont coupées de leur corps, détachées en fait et n'arrivent pas à lire et à entendre et à ressentir et à travailler cette dimension, la dimension corporelle. Exactement, et pourtant c'est indispensable parce que c'est là que se loge la vie. C'est dans le vivant. Je peux pas travailler sans le vivant. C'est aussi un peu culturel. Moi, j'ai un peu vu ça quand j'ai quitté la Belgique en 2012 pour aller m'installer à Paris. J'ai découvert un peu une autre culture, alors que je me disais, il y a juste 300 km, on parle la même langue, ça va être pareil. Mais pas du tout. C'est vrai qu'en France, on est un petit peu plus dans la tête, la réflexion, le débat, l'analyse, etc. Et on a un petit peu du mal à descendre et à se reconnecter à soi. En Belgique, en fait, les Belges sont plus proches des Québécois, en fait, dans ce sens-là, qui sont déjà plus proches d'une certaine proximité avec une présence à soi, quelque chose qui est moins dans la tête, comme tu dis, effectivement. Et c'est important parce qu'autrement, on reste à un niveau qui est analytique, qui est de compréhension, mais la compréhension ne transforme rien. La transformation, elle doit passer par l'expérience, il faut qu'elle passe par l'incarnation. On est venu faire l'expérience de l'incarnation sur cette terre. On n'est pas juste des purs esprits. On est des êtres qui sommes venus nous incarner dans un corps de chair pour faire cette expérience-là. Et comme le disait Alice Miller, cette célèbre psychanalyste, elle disait « le corps ne ment jamais ». Et c'est vrai, le corps ne ment jamais. Et ça, j'ai pu le mesurer parce que c'est vrai que moi, j'ai fait un long chemin dans la relation consciente. C'était de la psychoanalyse en vis-à-vis. Donc, ça veut dire qu'on travaillait, c'était de la compréhension un peu analytique, mais on ne travaillait que ce qui se vivait dans l'instant, dans la relation. Donc, on était bien au cœur du vivant. Et dans ces approches-là,
tu as beaucoup plus accès à ce qui est vraiment une vérité. C'est-à-dire qu'à certains moments, quand tu fais un petit peu d'analyse ou de psychothérapie un peu plus classique, tu peux beaucoup travailler sur des souvenirs d'enfance, etc. Mais les souvenirs, ils ne sont pas fiables parce qu'ils sont déjà des interprétations. Alors que la mémoire corporelle, je me souviens de moments où j'avais mon corps qui me relivrait des flashs dont j'avais aucun souvenir, mais ce sont les seules choses dont je n'ai jamais douté. C'est ce que mon corps me relivrait, c'était d'une véracité, mais infaillible. J'ai pu retrouver des flashs de bébés de 3 mois sur mon coussin allongé, à des moments de choses qui se passaient qui étaient impactantes pour l'enfant par la suite, quoi. Donc, il vaut beaucoup mieux travailler avec le corps qu'avec les souvenirs. Et alors, donc toi, c'est ça le travail que tu proposes. Tu proposes, parle-moi un petit peu de comment ça se passe, parce que je pense que les auditeurs, à ce point où on en est dans la conversation, doivent se dire, ok, c'est bien gentil tout ça, mais concrètement, ça ressemble à quoi, ce travail de transmutation? Écoute, moi c'était beaucoup plus simple avant, me demander qu'est-ce que tu fais. J'étais architecte, c'était hyper simple, tout le monde comprend. Maintenant, moi-même, c'est un peu difficile à expliquer mon champ d'action. J'essaye en fait de donner des clés, de créer aussi des espaces d'exploration et d'expérimentation dans le ressenti, pour que les personnes puissent comprendre toutes ces mécaniques-là intérieures et puissent appréhender des espaces en eux sur lesquels ils peuvent vraiment du coup agir et devenir autonomes. Donc une transmutation, elle passe d'abord. Première étape, c'est toute cette étape d'ouvrir le couvercle sur mon histoire et aller rechercher un petit peu ma construction et la construction de mon personnage de survie. Comme ça, j'ai déjà une vision et une pacification aussi de cette histoire. Et à ce moment-là, quand cette histoire elle a bien été accueillie, j'ai eu un témoin pour ce vécu, pour cette construction, etc., je vais pouvoir passer à l'étape de la transmutation qui est d'entrer en relation, un peu comme si mon thérapeute, tout à coup, je changeais sa fonction et je vais lui demander d'être le parent de remplacement et le bon parent de qui je vais pouvoir recevoir ce qui va me permettre de grandir et de devenir qui je suis. Donc la transmutation, elle demande de faire une expérience qui est totalement dans une nouvelle histoire, qui n'a plus rien à voir avec mon ancienne histoire, et qui va me permettre de déloger la mémoire de l'ancienne histoire. Alors, mon ancienne histoire, elle va toujours se réveiller à des moments où on est impacté, je suis sensible à certaines choses. Mais ce qui va pouvoir survenir, c'est que ça ne sera plus actif. Je vais avoir des choses qui se réveillent, mais ce n'est plus ça qui me fait agir. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans la transmutation, quand j'ai suffisamment nourri un nouvel espace et que j'ai suffisamment nourri cet enfant qui doit grandir affectivement, je vais pouvoir être en capacité de choisir de ne plus avoir recours à mes anciennes stratégies de survie. Tu vois, par exemple, si je prends un exemple, moi, pour ne pas me sentir seul, j'étais gentil. Donc, je suis gentil. C'est pas possible d'être gentil tout le temps. Il y a des moments où on n'est pas disponible pour être gentil. Et donc, oui, voilà, je donne. Et parfois, dans des situations relationnelles un peu qui sont un peu insécurisantes, je vais être super gentil avec la personne, ce qui n'est pas juste. Et donc, je peux très bien sentir qu'à un moment donné, je suis dans un nouvel environnement, je suis un peu en insécurité. Je sens cette stratégie qui pourrait revenir je vais me mettre au service de tout le monde, je vais être hyper gentil. Mais plus je vais repérer ce scénario-là et plus je vais l'avoir nourri autrement, je vais pouvoir le voir, le reconnaître et choisir de ne plus y aller. Oui, je dis souvent, c'est un peu l'idée de réfléchir à pourquoi j'agis, en fait, c'est vraiment ça. Pourquoi j'agis? Donc, par exemple, pourquoi est-ce que je suis gentil? Est-ce que je suis gentil parce que j'ai vraiment envie d'être gentil dans le moment et c'est vraiment mon énergie du moment et voilà, et on ne va pas se retenir d'être gentil quand on a super envie d'être gentil et qu'on est inspiré à être gentil dans le moment.
Donc, ce qui m'agit là, c'est un réel désir d'être gentil, ou est-ce que je suis en train d'agir par manque en fait? Manque d'amour, manque de reconnaissance, manque de visibilité. Donc, est-ce que ce sont les peurs, les manques et les limitations effectivement donc liées à peut-être un souvenir d'enfance ou à un vécu ou à une architecture invisible qui font que là j'agis? Et est-ce que j'agis pour les bonnes raisons du coup? Voilà, c'est ça, c'est la bonne question à se poser. C'est quel est le besoin que j'essaye de nourrir en moi avec la stratégie que je suis en train d'utiliser, là, avec le comportement que j'ai. Tous mes comportements, à chaque instant, tout comportement cherche à nourrir un besoin en moi. Et tant que je n'identifie pas ces besoins, ben je vais m'accrocher aux stratégies plus qu'aux besoins. Et je pourrais même être monostratégique. Ma seule stratégie, c'est d'être super gentil et serviable et corvéable à merci. Et je n'en cherche pas une autre parce que tant que je n'ai pas vu le besoin que ça nourrissait derrière, je ne peux pas changer de stratégie. Alors, à tout moment, on est en train de nourrir des besoins. Il faut savoir qu'il y a quand même certains besoins très spécifiques qui sont des besoins qui auraient dû être nourris d'une manière très particulière dans l'enfance pour être déjà suffisamment comblés. Et notamment, c'est accueil inconditionnel, amour inconditionnel, qui fait que je me serais senti aimé tel que je suis, accueilli tel que je suis, ce qui fait que je n'ai rien à changer à qui je suis. Je n'ai rien à adapter, je n'ai rien à prouver, à justifier, etc. Si j'avais pu vivre ça, je serais déjà installé dans une reconnaissance. C'est-à-dire, dans cet accueil, j'aurais eu le témoin dont j'ai besoin dans ma vie. Tu sais, c'est une chose que je nomme souvent, cette histoire de validation, en fait, de ce fameux besoin de reconnaissance et le fameux ego dont on parle comme d'un truc péjoratif. Il y a le bon ego et puis en même temps, l'ego qui pose question, c'est celui qui cherche à récupérer le manque de reconnaissance du début. C'est normal que j'ai besoin, par exemple, de reconnaissance de mon patron. C'est juste légitime. Mais si j'ai un besoin de reconnaissance qui est disproportionné par rapport à la situation que je suis en train de vivre avec lui, là, ça pose question. Parce que ce n'est pas mon patron de venir combler le manque de reconnaissance de mon père, par exemple. Et tout ça, c'est important à comprendre dans le monde de l'entreprise, dans le monde des organisations, parce qu'on ne se rend pas compte de l'énergie qu'on consomme à ça et qui, du coup, n'est pas disponible pour faire ce qu'on a à faire ensemble, qui est de jouer, créer, et créer du bonus à la vie, en fait. Et donc, les besoins là qu'on touche avec ça, ce sont des besoins effectivement souvent de reconnaissance. Je ne me suis pas senti reconnu tel que j'étais, et du coup, je vais soit dans la soumission, toujours me soumettre, être gentil, etc. Et comme ça, j'ai l'illusion que je serai enfin vu et reconnu. Ou bien, moi, je vais me rebeller et comme ça, tout le monde va me voir et je vais n'en faire qu'à ma tête. Et comme ça, je suis sécurisé qu'on va me voir. Mais tout ça, ce sont des comportements qu'on a développés pour chercher à remplacer le manque de sécurité affective du départ. Et donc, on a créé de la sécurisation qui n'est pas de la sécurité. Et ce qui m'a permis de survivre, c'est un des éléments des lois du vivant, c'est que ce qui m'a permis de survivre, un beau matin, va commencer à m'empêcher de vivre. Alors, on arrive un petit peu à la fin de cet épisode, Vincent, mais j'ai envie de te lancer quand même quelques minutes sur ta vision de la société aujourd'hui. On est quand même bien chamboulé en ce moment, ça remue dans tous les sens. Et je suis curieuse de savoir, au regard de cette architecture invisible, c'est quoi pour toi l'enjeu, l'espoir, le challenge que nous avons en face de nous aujourd'hui ? Eh bien, pour moi, l'enjeu, il est très, très, très clair et il se résume en une petite phrase. C'est plonger en vous. Plonger en vous, ça veut dire retourner à votre nature. Ce n'est pas dans ma tête quelle est ma nature. Ce n'est pas là que je vais trouver le vivant. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas réfléchir et qu'il ne faut pas avoir une certaine vie intellectuelle, hein. Mais si elle est déconnectée du vivant, elle flotte en l'air et elle n'a pas... C'est ça qui crée tous les dysfonctionnements de ce monde, l'écologie catastrophique, etc. L'écologie ne devrait pas être un sujet. Ça ne devrait pas être un sujet. Si nous étions restés connectés au vivant et à notre place dans l'écosystème, l'écologie, on la vivrait tout simplement, ça s'appellerait la vie.
Mais comme l'humain, il s'est déconnecté de ça, il a un gros travail à faire pour se reconnecter. Et pour moi, plus que de s'occuper de la Terre, du climat, etc., c'est là qu'elle est l'urgence. Si je m'occupe de ça, si je m'occupe de la vie en moi, la vie prendra soin de moi. Et si je m'occupe de la vie en moi, ça ne pourra jamais se retourner ni contre moi, ni contre l'écosystème, puisque je serai en phase avec la nature. Et pour moi, ça, c'est l'enjeu des enjeux. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Et de toute façon, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, la vie, elle va y aller. C'est ce qui est en train de se passer. C'est une époque qui est fabuleuse, tout en étant très difficile, et c'est pas fini. On va passer par des moments très compliqués. Donc ça, c'est pas très heureux, mais c'est nécessaire. C'est vraiment des moments de croissance. Là, il y a un monde qui se termine. Il y en a un autre qui arrive. Et c'est plutôt le monde du Verseau, c'est le féminin, etc. Il faut que le féminin reprenne la place. Je dis le féminin, pas nécessairement la femme, mais le féminin. Et que cette énergie-là redevienne... et qu'il y ait une vraie collaboration entre les deux énergies masculines et féminines. Et ça commence à l'intérieur de soi. Il faut refaire alliance en soi entre ces polarités, ces énergies du masculin et du féminin. Un homme qui ne sera pas au clair avec son féminin intérieur va avoir un problème avec la femme extérieure et inversement. Tant que je n'ai pas résolu ça à l'intérieur, je ne pourrai rien régler à l'extérieur. La Terre ne nous demande pas qu'on s'occupe d'elle. Elle a tout ce qu'il faut pour trouver son chemin. Elle demande juste que nous restions à notre place. Oui. Et que nous nous occupions de nous. De notre place dans l'écosystème. Voilà. Et d'être dans une place dans un écosystème, et quand on est aligné à sa place dans un écosystème comme une aiguille d'acupuncture sur un corps, sur la surface de la Terre, eh bien, je participe à la régénérescence de tout un écosystème. J'ai un impact, je l'assume, parce qu'impact zéro, il faut arrêter avec cette espèce de fantasme. Nous avons un impact, les animaux ont un impact, les végétaux ont un impact, on a un impact. Mais ce qu'il faut, c'est que notre impact fonctionne dans tout un écosystème de manière à ce que notre impact il ne soit pas démesuré et il ne soit pas à notre service unique, mais juste qu'on se serve de ce dont on a besoin pour pouvoir être au service aussi. Donc l'humain doit se remettre au service de tous les règnes qu'il a en dessous de lui. Si on parle de la pyramide en termes de pyramide et de dessus et de dessous. Mais l'homme, il a une place très importante. C'est celui qui tient la conscience dans l'ordre du vivant. Et c'est celui qui, du coup, tient la spiritualité et permet que tous les règnes soient en ordre. Et tous les désordres qu'on a dans le végétal, dans l'animal, etc., viennent du fait que l'homme a quitté sa place et ne fait plus son boulot. Pour moi, c'est le premier devoir d'humanité. Oui. Et je crois, moi, je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis dans le fait que notre société aujourd'hui a besoin du féminin. Et je crois que on a tiré du côté du masculin dans ce dernier siècle. On a tiré très très loin et au maximum, en fait, et on est arrivé à la limite de ce qu'on peut faire dans le masculin. Et quand je parle du masculin, je parle de la rentabilité, de la productivité, de la stratégie. Et c'est formidable. Tout ça, ça nous a apporté une qualité de vie extraordinaire. Mais on est arrivé au bout de on a un déséquilibre, en fait. On a un déséquilibre trop important et on a besoin aujourd'hui vraiment de rétablir cet équilibre. Et cet équilibre, le féminin, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est l'intériorité, c'est les architectures invisibles, c'est le corps, c'est c'est toute cette dimension plus intérieure. Et donc l'idée, c'est pas de tirer ensuite complètement du côté du féminin, c'est vraiment de retrouver un équilibre entre ces deux dynamiques, entre ces deux énergies. Je suis tout à fait en phase avec tout ça. J'ai d'ailleurs créé un tout nouveau programme qui s'appelle La Voix d'Athéna pour accompagner les femmes, tout particulièrement sur cette thématique. Alors, moi, je suis curieuse de savoir comment est-ce que les auditeurs peuvent en savoir plus sur ton travail, te suivre, continuer à te lire, à t'écouter pour creuser ce sujet absolument passionnant.
Alors, là, c'est mon tendon d'Achille. Moi, je suis un très mauvais vendeur. Je me vends très, très mal. Pour le moment, je suis en train de refaire mon site. Donc, j'ai un site qui fonctionne qui s'appelle architecture au pluriel-invisible au pluriel.com, mais qui n'est plus du tout à jour. Le plus simple pour me trouver, c'est de suivre ma page Facebook. J'ai 2 pages Facebook. J'ai celle qui est à mon nom et celle qui est au nom de Les Architectures Invisibles. Et pour le moment, c'est là que j'annonce généralement mes activités. Tout ça va un peu bouger l'année prochaine. Je vais refaire fonctionner un site plus vivant, de manière à pouvoir me passer un peu plus de Facebook. Voilà, et je suis en train là j'ai démarré l'écriture d'un livre sur les architectures invisibles, écriture qui traîne depuis une 30aine d'années, et il est temps que là je m'y mette vraiment, quoi. Oui, on en a besoin, Voilà. besoin de ce livre. Vas-y, fonce, vas-y, fonce. Ok, donc Vincent Houba ou Architecture Invisible sur Facebook. Sinon, ton site, on le mettra dans les notes du blog, enfin du podcast. En tout cas, un grand merci, Vincent. On aurait pu parler des heures ensemble une fois de plus. Je trouve ça passionnant, ce sujet des architectures invisibles, de comprendre ce qui agit en nous, parfois inconsciemment. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour cet échange riche. Mais merci à toi, Christine, d'être venue me frapper à ma porte, et c'est toujours un plaisir pour moi de partager, et c'est toujours une frustration à la fin. Ah oui, en effet, c'est toujours trop court. Ouais. Merci beaucoup, à très Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si vous avez envie de continuer à explorer les thématiques abordées dans cet épisode, je vous invite à écouter l'épisode 23, intitulé « Masculin et féminin, trouver l'équilibre dont nous avons tant besoin ». Et aussi l'épisode 29, « Comment grandir de ce qui nous fait souffrir ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.